Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. De la philosophie à l'être, de l'économie au développement durable, des fondements et de l'équilibre de nos sociétés, le partage est au cœur de ce qui fonde, construit et fait grandir l'humanité. Cette année, la Cité de la Réussite a décidé d'appeler ses participants à partager. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Il faut qu'il y ait un lien intime entre moi, l'homme, qui veut être européen, et toutes les institutions européennes. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle, et déjà, il est en danger. Je crois qu'il y a, je ne sais pas si c'est une fracture ou un moment historique où tout a changé. C'est vertigineux, nous avons même le pouvoir de tout faire sauter, de tout détruire. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. L'avenir va être absolument passionnant. J'espère que ça marche. Oui, vous m'entendez? Bonsoir. Merci de votre accueil et je ne mérite pas les applaudissements. Ce sont eux qui vont avoir droit aux vôtres, j'espère. Donc nous avons un thème autour du partage pendant 1h30 qui est celui-ci, le citoyen et le politique. Quel avenir, quels enjeux? Et vous imaginez bien que c'est un thème très vaste, donc on va essayer de s'organiser pour que chacun puisse parler comme il l'entend et comme il le veut. Donc je donnerai d'abord la parole à nos intervenants. Après, il y aura un échange qui se fera, je crois, avec les étudiants et le collège d'interrogateurs. Et puis après, évidemment, je donnerai la parole à la salle. Alors j'appelle, pour commencer, quelqu'un qui a été ministre, quelqu'un qui a été parlementaire, qui a été médiateur de la République, et à ce titre, il a vu beaucoup de choses. Il va pouvoir nous en parler savamment. Il est aujourd'hui président du Conseil économique, social et environnemental. J'ai nommé M. Delevoye.
Jean-Paul Delevoye, qui vient de signer un livre qui s'appelle « Reprenons-nous » chez Taillandier. Il est sociologue, il a conseillé de nombreuses très grandes entreprises, il a un regard aigu sur la société, il a été un des dirigeants de Publicis. Il dirige aujourd'hui une société qui s'appelle Ionis Education Group, qui est un des organismes principaux de l'enseignement supérieur privé en France. Et il a signé un livre très original qui s'appelle « Le boycott », édité chez FIP. Et j'appelle Marc Drilech. Pardon. Vous le connaissez parce qu'il apparaît souvent à la télévision, une figure incontournable de la science politique en France. Il est agrégé d'ailleurs de sciences économiques, il est à la tête de la Fondation d'innovation politique. Il a signé de très nombreux livres et il en a dirigé un plus particulièrement qui s'appelle « Valeurs partagées » au PUF, dans lequel signent Luc Ferry, André Glucksmann, Alain-Gérard Slama. J'ai nommé Dominique Régnier. Et le dernier intervenant vient de plus loin, il vient des États-Unis, bien qu'il soit né à Bassora, une ville qui a beaucoup fait parler d'elle au début de la précédente décennie. Il est américain, donc il est professeur de sciences politiques à Princeton, il est conseiller du groupe AXA, et il a écrit un livre remarquable qui s'appelle « Schizophrénie française » avec l'œil d'un Américain sur notre société pleine de contradictions. Il s'appelle Ezra Suleiman. Alors, c'est avec vous, Monsieur Delevoye, que je vais commencer, puisque vous êtes à ma droite. Et vous avez écrit un livre dans lequel vous dites que la société française est en état de burn-out, que le moteur à exclusion marche et que c'est pour cette raison que la crise d'identité, que la crise de valeurs, eh bien, existe chez nous. Pouvez-vous nous expliquer ? Alors, brièvement, oui, lorsque j'avais établi ce diagnostic, j'avais été très frappé par la résonance qu'il avait portée. C'est-à-dire, je pense que nos sociétés se construisent autour de trois très grandes forces, les espérances, les peurs et les humiliations, que nous sommes dans un moment très particulier où les espérances collectives sont un peu stériles, c'est-à-dire qu'on ne croit plus à l'espérance communiste, on ne croit plus à l'espérance libérale. Les espérances religieuses apparaissent reculées sous le poids des sciences et des intégrismes, et les espérances politiques apparaissent plus comme des stratégies de conquête de pouvoir qu'un pouvoir au service d'un projet de société. La seconde, c'est que pour la première fois dans l'histoire, nous avons un décrochage entre la performance économique et la performance sociétale. Nous étions tous convaincus que le progrès nous permettait d'avoir la croissance et le bonheur. Et aujourd'hui, il y a un mal-vivre qui est tout à fait étonnant et qui fait que nous sommes dans un paradoxe du XXIe siècle où c'est le siècle de la mobilité, et le drame, c'est le siècle de l'isolement par les échecs. Le troisième élément, c'est que nous avons tous commis une formidable fragilité de nos systèmes démocratiques, parce que nous avons laissé transformer dans les stratégies de conquête de pouvoir par les politiques, on a préféré gagner un électeur, même si on perdait un citoyen. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a assis la conquête du pouvoir politique sur des émotions et non plus sur des convictions. Et qu'à partir du moment où on est sur la dictature du court terme, économique, pression des actionnaires à 3 mois, politique, pression des échéances électorales à 2 ans. Quand il n'y a pas de vision, il n'y a pas de projet. Quand il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'adhésion. Quand il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas de responsabilisation. Et nous sommes aujourd'hui dans une espèce de délitement de l'adhésion à un projet politique de société, ce qui, en tant que médiateur, m'avait beaucoup frappé. J'avais posé la question, puisque nous avions 800 000 contacts par an, quel regard portez-vous sur la politique ? 40% des Français avaient répondu, enfin de celles et ceux que nous avions interrogés, ils nous ont abandonnés. Ils nous ont abandonnés. Et à l'époque, déjà, bien avant les régionales, 1 sur 3 disait « Nous sommes prêts à voter pour un homme ou une femme forte, même au mépris des valeurs de la démocratie. » Et je crois que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on soit extrêmement attentif, parce qu'en France, on préfère souvent, c'était Elie Wiesel qui me disait ça, quand je rentrais d'école, ma mère ne me disait jamais « Est-ce que tu as bien répondu ?» Elle me disait toujours « Est-ce que tu as posé la bonne question ?» Or, aujourd'hui, les débats politiques, c'est plutôt de préférer le confort des réponses à l'inconfort des questions. Et à partir du moment où on n'a pas cette espèce de réveil des consciences
et qu'on est dans la consommation et dans l'offre et dans la séduction, on est aujourd'hui dans un moment où les systèmes démocratiques peuvent être extrêmement préoccupants, puisque si le XXe siècle a été le siècle des nationalismes, le XXIe siècle peut être celui des populismes. Et je terminerai sur les expressions. On a tous voté, on a tous applaudi des deux mains sur le fait que la grecque avait voté pour le traité européen. Quand on regarde le scrutin grec, ce sont les plus de 55 ans qui ont voté pour l'Europe. C'est-à-dire toute la jeunesse grecque qui aurait dû considérer que l'Europe était son avenir a voté contre. Et quand on regarde le premier tour de l'élection présidentielle française, M. Hollande a été systématiquement en tête dans toutes les classes, sauf dans les classes de plus de 55 ans. Mais pour les actifs, le numéro 2, ce n'était pas M. Sarkozy, c'était Mme Le Pen. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à partir du moment où vous n'avez plus d'espérance collective portée par des politiques sur le fait qu'un projet de société peut concilier peut-être moins de croissance mais plus de bonheur, vous laissez la porte ouverte à celles et ceux qui gèrent les peurs et les humiliations. Et laisser se développer un sentiment d'humiliation quand vous avez de Bac plus 5 payé au SMIC, que vous êtes viré sans comprendre et qu'il n'y a pas de perspective, les humiliations peuvent créer des forces d'une violence telle qu'elles peuvent soit vous détruire, soit détruire le système. Alors, je vous promets, on n'a pas répété avant, mais sans transition, je crois que Dominique Régnier doit répondre à Jean-Paul Delevoye, puisqu'il a écrit un livre fameux sur les populismes en Europe. Et d'une certaine façon, ce que décrit Jean-Paul Delevoye, eh bien, c'est le terreau, évidemment, à l'explosion des populismes. Oui, certainement. Nous avons déjà, Jean-Paul et moi, discuté beaucoup de cette question-là. Écoutez, ce qui se passe probablement aujourd'hui et qui intéresse le sujet qui nous réunit est de l'ordre d'un bouleversement très profond qui nous affecte tous collectivement. Il s'agit bien de la planète, avec toute une série de transformations très radicales qui nous font sortir d'un âge plus routinier que nous avions connu pour entrer dans un monde très incertain qui supposerait, en raison de l'incertitude qui désormais domine, qui supposerait que les politiques parviennent à trouver le temps de la réflexion, le goût de la réflexion. C'est très difficile, hein. Et je ne dis pas ça en mauvaise part, je ne dis pas ça pour ironiser sur les politiques. Hein. Ils ont des contraintes qui ne sont pas celles des chercheurs, qui ne sont pas celles des citoyens, qui ne sont pas des représentants. Mais c'est très difficile quand on observe, Jean-Paul Delevoye a été ministre, comme vous le savez, cela a été dit par Yves Tréhard, rappelé en tout cas par Yves Tréhard. Et quand on observe la vie d'un membre de gouvernement, comme ça, même de loin, hein, on voit bien que le temps de la lecture paraît impossible. Il y a toujours un bon argument pour ne pas se plonger dans un livre. Il y a toujours une réunion qui empêche une vraie réflexion. Il y a toujours une urgence qui empêche de prendre le temps. On peut comprendre cela, mais cela peut devenir absolument catastrophique si le contexte, par ce qu'il contient de bouleversement, appelle au contraire une forme d'indécision momentanée pour ne pas se tromper de décision. Et donc nous sommes dans un temps qui appelle plus que jamais la réflexion, y compris bien sûr plus que jamais l'engagement des citoyens. C'est pourquoi les formes de retrait sont également préoccupantes. Mais il faut que les politiques comprennent qu'ils doivent s'engager dans une réflexion. Et je dis cela parce que l'Europe aujourd'hui, qui est travaillée, c'est un sujet qui me préoccupe, mais qui est travaillée par cette poussée des populismes et cette forme caractéristique que j'appelle le populisme patrimonial, qui fait qu'une partie des Européens ont le sentiment que leur patrimoine matériel est menacé et qu'en même temps, ce que j'appelle le patrimoine immatériel, que d'autres vont appeler identité, mais je n'aime pas beaucoup utiliser ce mot quand il ne s'agit pas d'individus, eh bien, cette espèce de déstabilisation existentielle appelle une réponse politique très forte. Nous sommes sur un continent qui a le sentiment d'être mis à l'écart de la nouvelle histoire, qui a confusément le sentiment de n'être pas à l'origine du cycle historique qui commence. Je crois que les deux peuvent être vrais. Il faut ensuite voir dans quelle mesure on pourrait en limiter les conséquences négatives ou en tirer le bénéfice souhaitable. C'est un continent qui n'a jamais été aussi âgé et qui ne sera plus jamais un continent jeune sans une immigration importante. Je vous donne une information qu'il faut méditer.
parce qu'il faut rentrer dans le monde réel. Hein. Vous savez que l'Allemagne, comme l'Europe, a un taux de fécondité qui est très faible, 1,1, 1,2. La moitié des enfants qui naissent en Allemagne sont des enfants qui ne seraient pas nés s'il n'y avait pas une immigration turque. La moitié, 50%. 50%. Donc, c'est une situation identique partout en Europe, plus ou moins marquée, mais c'est cette situation qui domine l'Europe. Nous le sentons confusément, nous n'avons pas été préparés, il n'y a pas eu de débat à ce sujet, ça a créé une forme de préoccupation, voire d'angoisse. Et s'il n'y a pas une réponse réfléchie, ordonnée, qui permet, puisque c'est une des questions qui a été posée, qui permet de tracer un horizon lumineux, un idéal, quelque chose qui nous ferait, au fond, avancer ensemble, avec le sentiment de progresser, hein, de vivre ensemble dans un horizon de progrès. Si nous ne pouvons pas voir cela, si nous ne voyons à l'horizon que le désendettement, qui est nécessaire, bien sûr, hein, si nous ne voyons que de la fermeture pour se mettre à l'écart, c'est une folie, bien sûr, mais ça peut être demandé par une forme de réflexe, et c'est ce qui se passe quand les gens votent Marine Le Pen ou ce type de comportement électoral qui tend à se développer en Europe. Eh bien, c'est une situation historique, au fond, une espèce de rendez-vous, je dirais, parce que le basculement est en train de se faire. Il n'y aura pas la possibilité, les Européens ne peuvent pas attendre 10 ans pour répondre à la question. Si nous n'avons pas répondu d'ici 10 ans, peut-être au moins que cela, mais je dirais au plus 10 ans, les faits parleront d'eux-mêmes, et ce sera sans doute une forme de désordre assez compliqué à réguler. Donc cela appelle une réponse des politiques. L'Europe, moi je le crois, pour aller plus vite et pour terminer là-dessus, l'Europe est une des grandes réponses. Cela suppose de bâtir un projet européen refondé, parce qu'on voit bien aujourd'hui que nous sommes dans une forme de fédéralisme qui ne veut pas véritablement s'avouer. Il faut refonder cette idée européenne qui est une matrice extraordinaire d'innovation et de vivre ensemble. Si les politiques ne posent pas cette nouvelle configuration, s'ils n'offrent pas, au fond, hein, quelque chose, un grand dessin, un grand projet qui sera, selon chaque nation, avec ses particularités, les Européens seront de plus en plus nombreux à se rétracter. Et, mot de conclusion là-dessus, les forces de protestation, de frustration, celles qui reposent sur ce que Jean-Paul Delevoye a appelé les humiliations, ces forces-là pèseront d'un poids suffisant pour, à un moment donné, nous n'en sommes pas loin, hein, pour, à un moment donné, empêcher tout progrès de l'idée européenne et bientôt aller vers sa déconstruction. Il n'est pas nécessaire que les partis populistes prennent le pouvoir pour qu'ils agissent négativement, notamment en empêchant les progrès de l'idée européenne. Merci Dominique. Alors, je vais passer la parole maintenant à Marc Drilec. Justement, alors comment on fait pour justement ne pas... pour que si les politiques n'obtiennent pas le discours et n'ont pas la pédagogie de l'Europe notamment, qu'est-ce qu'on fait? On les boycotte? C'est un peu le thème de votre livre qui est passionnant, qui est sur le boycott, mais pas uniquement politique, commercial. Vous devriez travailler dans la pub, parce que vous avez raison. Non, écoutez, moi ce que j'entends dans ce débat, c'est... On a un vrai problème en France avec les politiques, comme on dit, pour des raisons qui sont extrêmement compréhensibles et qui ne sont pas liées seulement à la situation politique difficile. Si aujourd'hui on examine l'Assemblée nationale, alors j'espère que Dominique Régnier me reprendra, hein. Où sont les entrepreneurs? Il n'y en a pas. Les jeunes, il y en a un petit peu plus. Les formations qui ne sont pas les formations classiques que l'on connaît, les grands parcours, grandes écoles, pas énormément. La représentation de la vie civile telle qu'on la connaît, pas vraiment. Si par malheur, il n'y a plus de presse quotidienne parce qu'elle va passer sur Internet, 90% des sénateurs ne liront plus de la presse quotidienne, ou ils vont demander à leur assistante de faire des photocopies. Pourquoi? Parce qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Écoutez, il faut le dire. On vit dans une révolution et eux, ils regardent la révolution en disant c'est un truc de jeunes, ou c'est un truc d'américains, ou c'est un truc de chinois. Donc, on a une révolution qui est profondément économique, sociologique, culturelle, et nous sommes encore à avoir un appareil politique, ou je ne sais pas si on peut l'appeler, ou enfin une classe politique, ce n'est pas tellement le terme, mais des gens qui ne représentent plus ce monde. Alors, la seule solution qu'ils ont au fond,
c'est plutôt que de donner de l'espoir vers demain, c'est-à-dire que vous ne donnez de l'espoir que si vous comprenez le monde de demain, ils préfèrent se réfugier devant cette immonde chose qu'on appelle le désespoir. C'est formidable de désespérer les gens parce que vous avez plus de chances de vous faire élire que si vous leur donnez de l'espoir en leur expliquant que ça va être difficile. Et donc je crois qu'on a un problème, je n'apporterai pas la solution, je suis à peu près persuadé que personne ne l'a ici, hein, la vraie solution. Mais je crois en tout cas que nous avons, par exemple avec le cumul des mandats, nous avons un certain nombre de possibilités en France de modifier profondément la nature du personnel politique, de le rendre plus mixte, pas simplement en ayant des gens de banlieue et des gens des villes, mais des gens de la province et des gens de l'entreprise et des gens d'autres domaines que ce que l'on a aujourd'hui. Nous avons non pas aujourd'hui nous avons une caste politique. Et je pense que c'est extrêmement dommageable pour notre pays si l'on veut s'adapter à demain parce qu'ils sont d'hier, ils ne sont absolument pas de demain. Merci. Ezra Souleyman, dans votre livre « Schizophrénie française », vous dites justement que l'une des raisons des dysfonctionnements de notre société française, c'est que la France n'a pas su, et on est ici à la Sorbonne, investir comme d'autres pays, comme les États-Unis, dans son école et surtout dans ses universités avec suffisamment de force, de conviction et d'argent. C'est une des clés de notre problème. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas investi, ils ont investi, mais ils ont investi de quelque chose qui est dépassé. Dominique vient de parler de l'importance de l'immigration. C'est évident que la France aura besoin de l'immigration, mais je pense que la France a très peur de l'immigration parce que ça a une connotation qui fait peur, qui fait de division dans la société. Alors, quand vous regardez, par exemple, pour ne citer qu'un pays, regardez l'Angleterre, regardez les États-Unis, ce sont des pays essentiellement, sont devenus, surtout les États-Unis, des pays d'immigration. Et qui dit immigration dit talent. C'est ça ce qu'on n'est pas arrivé à comprendre, je pense, en France. Donc, on a investi, mais on a une idée qui est très figée de ce qui constitue le talent en France. Je n'ai absolument rien contre les grandes écoles, mais les grandes écoles ne constituent et ne peuvent pas constituer la seule source de talent. Je reconnais. Je reconnais, mais je viens de dire, j'ai rien contre vous. Mais c'est pas ça, c'est que vous êtes peu nombreux d'abord. Ça, c'est l'amphithéâtre. Non, ils peuvent remplir l'amphithéâtre, mais ils sont peu nombreux, ils sont tous formés de la même façon. Certes, ils peuvent avoir, et ils ont de brillance, mais une société a besoin de beaucoup de talents et d'un talent qui est diversifié. D'ailleurs, chaque entreprise aujourd'hui cherche exactement ça. Et en France, on n'a pas encore vraiment fait, on n'a pas cette flexibilité. On a resté là. Regardez, par exemple, j'ai été très frappé par, quand on parle de la réforme de l'école. La réforme de l'école en France, c'est quoi? On parle encore, après 50 ans, de rythme scolaire. Est-ce que mercredi matin, on devrait, samedi soir c'est ridicule. Et ça m'amène à un autre point que j'ai probablement dit dans ce livre que vous avez cité. C'est que, et je pense que... je sais, monsieur le ministre vient de le dire, c'est il y a l'esquive. Je pense que vous avez employé ce mot et je suis tout à fait d'accord. Quand on regarde, et je viens de faire remarquer, quand on regarde, on voit la campagne électorale présidentielle, on a fait un travail formidable d'éviter les sujets qui fâchent et qui vraiment ont besoin d'être mis sur la table devant le public, devant les électeurs. Et on a parlé de permis de conduire.
quelqu'un comme moi pense que je suis venu dans une autre planète. Au lieu de parler des vrais problèmes, et Dieu sait, il y en a, et déjà les intervenants ont noté un certain nombre de problèmes. Il y a évidemment des choses certainement très françaises, et c'est Tocqueville et pas moi qui l'a dit. Ils adorent l'abstraction, ils adorent l'idéal. Et quand on cherche l'idéal, on ne l'atteindra jamais. Donc, il y a un certain manque de pragmatisme. Faisons ce qu'on peut maintenant, et on va être au moins vers un objectif qu'on peut atteindre peut-être petit à petit. Alors, qui est responsable pour tout ça? Nous avons un système démocratique. Nous élisons nos représentants. Nous élisons nos leaders. Et c'est une chose extraordinaire, parce que beaucoup de gens ne l'ont pas dans le monde. Alors, pourquoi est-ce que les hommes politiques esquivent, n'arrivent pas à parler exactement pourquoi ils sous-estiment le peuple et n'arrivent pas à parler comme des adultes? Nous sommes devant un problème. Essayons de faire quelque chose. Nous ne pouvons pas garder les mêmes situations. Nous ne pouvons pas avoir le même contrat social que nous avons bâti après la Deuxième Guerre mondiale. Mais essayons de garder le maximum de ce contrat social, parce que ça nous a très bien servi. Sans ce débat, je pense que, oui, il y aura une montée du populisme. Je suis tout à fait d'accord avec Dominique. Merci. À vous quatre. On va peut-être donner la parole donc au groupe d'interrogeants, comme on dit aujourd'hui. Une première question. D'abord, je vous demanderai de vous présenter. Et deuxièmement, de dire à qui s'adresse votre question, même si évidemment, chacun des quatre intervenants peut prendre la parole quand il le souhaite. Donc, Thibaut Aignon, je suis élève à l'école polytechnique. D'où les sourires de tout à l'heure. Voilà. Ouais, c'est pas très facile de parler après ce que M. Souleymane a dit. Ma question s'adresse particulièrement à M. Delevoye parce que vous avez été parlementaire et ministre. J'avais préparé une question concernant le nombre, surtout la sociologie de l'Assemblée nationale et la sous-représentation des cadres supérieurs et des ouvriers. C'est un sujet que vous avez évoqué et je m'en réjouis. Mais justement, essayons d'approfondir la question et comment pourrait-on faire pour essayer de renverser la situation? Y a-t-il des incitations, de la pédagogie à faire peut-être dans les entreprises, une autre manière d'appréhender les campagnes électorales ou la désignation des candidats par les partis? Vous qui avez vécu tous ces mécanismes d'une certaine manière de l'intérieur, quelles sont les préconisations que vous pourriez faire avec votre expérience de parlementaire puis de médiateur de la République? M. Delevoye. Oui, je voudrais simplement dire que je peux rajouter l'expérience que j'ai actuellement du Conseil économique, social et environnemental. Pourquoi? C'est une institution qui est la troisième, qui est peu connue. Si j'y ai répondu, c'est parce que c'était à la demande des syndicats salariés et patronaux qui souhaitaient, en plein débat sur les retraites, essayer de reconstruire un problème de dialogue. Et moi, j'avais été très frappé, je vais répondre à ça, parce que quand on posait la question à Esra, qui est responsable? Est-ce que c'est les politiques? Nous sommes tous responsables du problème dans lequel nous sommes. Et moi, j'étais très frappé de voir que, suite à la révision constitutionnelle, il y avait une panique parce que les écologistes rentraient au sein du Conseil économique. Et en France, il y a une panique du dialogue. Si vous partagez l'analyse qui est la mienne, mais ce n'est pas forcément juste, que nous ne sommes pas en crise, parce que quand on sort d'une crise, on retrouve la situation ex ante, nous sommes en métamorphose. Ça veut dire que le futur est la remise en cause du présent. Ça veut dire effectivement, comme le disait Dominique et Esra, il faut avoir une vision. Si les acteurs qui sont chargés de conduire cette métamorphose sont faibles, les acteurs ne peuvent se construire que dans le conflit et pas dans le dialogue. Et quand on compare ce qui se compare en Allemagne, après la guerre, les Américains et les Français voulaient affaiblir l'Allemagne, ils ont imposé que le décideur politique, avant de prendre ses décisions, ait la parole du patron et la parole du syndicat. Et M. Gallois, qui remet actuellement un rapport sur la compétitivité, me disait qu'en patron de ALS, il était convoqué dans son comité exécutif par les syndiqués qui présidaient le comité exécutif. Or, nous sommes en France dans une incapacité de poser les questions de dialogue. Dominique évoquait les sujets que moi j'ai souhaité mettre en place au Conseil.
Au Conseil, j'ai souhaité que ce soit la maison du temps long. Qu'est-ce qu'il doit avoir comme débat politique qui, n'étant pas abordés, vont fracturer notre société? Je n'en prendrai qu'un pour rebondir, c'est le problème de l'immigration. L'Europe a besoin de 50 millions de populations étrangères pour équilibrer sa population active d'ici 2050. Le maire de Berlin a sorti un livre, Madame Merkel est obligée de replier le débat sur l'identité allemande. Monsieur Cameron a été obligé d'abandonner sur le plan du, pas de nationalisme, mais du plan du communautarisme. Et Monsieur Sarkozy a été obligé d'arrêter aussi par rapport au débat sur l'identité des Français. Dans l'état actuel des choses, il n'y a pas un parti politique en Europe et un gouvernement qui, avec les relations qu'il a avec son opposition, est capable d'aborder de façon très claire cette problématique de l'intégration, de l'immigration qui est devant nous. Si nous n'abordons pas ce sujet, ça fera exploser nos systèmes démocratiques, parce qu'au lieu de créer l'espérance de l'enrichissement par l'autre, ça va être la peur de l'étranger et des conflits redoutables. Et nous passons d'une société de l'abondance à la rareté, et donc les tensions des intérêts vont être tout à fait dramatiques. Deuxième élément, nous avons voulu faire en sorte que cette maison soit la maison du dialogue. J'ai proposé au président de la République de venir faire en sorte, dans un lieu neutre, que la société apprenne à se parler. Ici est tenue la conférence sociale, la conférence environnementale, et demain la conférence au mois de décembre sur la pauvreté et sur l'inclusion sociale. Et je crois que cela, c'est une des réponses, c'est comment faire en sorte que les gens se dialoguent. Et nous avons ouvert un débat avec les agriculteurs et les écologistes sur les algues vertes et les pesticides. Nous voyons bien qu'aujourd'hui, pourquoi je dis cela? Parce que nous construisons notre stratégie sur la posture. Et quand on est faible, on se construit dans le conflit avec l'autre. Et l'opposition est obligée de se mettre en conflit avec la majorité. Et on a souvent un débat sur les réponses et jamais sur les questions. Il y avait un débat sur la TVA. Et parce qu'elle était proposée par M. Sarkozy, elle est refusée par la gauche. Et maintenant, il y a un débat sur la CSG. Mais ce n'est pas la question. Ça, c'est la réponse. La vraie question, est-ce que le travail peut financer la retraite et la santé? Donc, essayons au moins d'obliger les politiques à s'approprier les bonnes questions pour peut-être espérer avoir les bonnes réponses. Dernier point, quelle est notre responsabilité? Et je vous suivrai à vous, en tant que citoyen. Nous sommes tous très hypocrites. Parce qu'en fin de compte, on n'a pas envie que le juge soit juste. On a envie qu'il fasse mal à celui qui m'a fait mal. On n'a pas envie que le maire soit intelligent. On a envie qu'il mette le trottoir devant ma maison. Donc on est tous en train de demander aux politiques d'adhérer à des causes à condition qu'ils défendent nos intérêts. Et à partir du moment où on a laissé nos débats politiques sur des chocs d'intérêts, sur des chocs de temporalité, si nous n'y prenons pas garde, les jeunes diront pourquoi on paiera la dette des vieux et leur dette. Les travailleurs diront pourquoi on paye pour ceux qui ne travaillent pas, les bien portants pour ceux qui ne sont pas bien portants. Et c'est la remise en cause du pacte collectif. Et donc l'on voit bien qu'aujourd'hui, nous sommes dans un moment où effectivement c'est le système politique sur lequel il faut que nous réfléchissions. Et je le disais à Esra avant qu'on rentre, moi je ne suis pas intéressé par la campagne présidentielle américaine, dont je vois bien que celui qui risque de gagner, c'est celui qui a le plus de dollars. Est-ce que c'est vraiment aujourd'hui la place aux fortunés parce que c'est un système démocratique? Je ne suis pas sûr. Et chez nous, quel est le prix qu'on veut payer à la démocratie sociale? Financement des syndicats. Quel est le prix que l'on veut payer à la démocratie politique? Mais surtout, comment faire en sorte qu'on n'imagine pas un seul instant de vouloir faire carrière en politique? C'est exactement ce que vous dites. Moi, quand j'entends ce que vous dites, M. Drilhac, on me disait 75%, je ne sais pas, Dominique, s'il a une statistique, mais 75% des députés n'ont jamais passé un jour dans l'entreprise. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'on fait carrière. Si on fait carrière, ça veut dire qu'on fait des calculs pour avoir le pouvoir. Et on ne se bat pas forcément sur ses idées. Parce que les idées, quelquefois, et l'autre question, je disais à un président de la République, je ne dirais pas lequel, je disais maintenant que vous êtes élu, est-ce que je peux vous aider à ne pas respecter les promesses que vous avez faites pour être vainqueur? Pourquoi? Quel est le candidat qui, disant la vérité, serait élu? Et ensuite, on ne lui demande pas de mettre en application des solutions pertinentes, on lui dit simplement, il faut que vous respectiez ce que vous avez dit pour vous séduire. On a un vrai problème de schizophrénie. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on nous séduit, et une fois qu'on nous a séduits, on n'a pas envie que le type soit intelligent et pertinent parce que ça remet en cause nos efforts. Et regardez le débat. Aujourd'hui, comment imaginer que dans l'effort de redressement du pays, les retraités ne participent pas au financement de solidarité? Et on dit, touche pas à mes retraités, touche pas aux médecins, touche pas aux agriculteurs. Très bien. Dans ce cas-là, ne demandez pas aux politiques de faire quelque chose. Et donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que nous réfléchissions comment restaurer le politique, comment restaurer le syndicalisme, et peut-être de revenir au défendre des causes, comment défendre l'agriculture et pas l'agriculteur, la médecine et pas le médecin, la politique et pas forcément le politique. Et là, je pense qu'il y a un certain nombre de solutions qu'on a évoquées, et je crois qu'on ne va pas rentrer dans le détail sur le cumul des mandats, mais c'est un vrai sujet. Et je voudrais dire simplement qu'au CESE, où nous avons 18 groupes qui représentent tous les syndicats, etc., ils ont accepté à l'unanimité, mais on ne sait pas comment on va faire, de nous investir sur le problème de l'immigration et de l'intégration.
Comment aider le politique par le conseil à lui apporter les éléments d'un débat qui lui permettent éventuellement de choisir? Et comment faire en sorte que nous ayons une nouvelle respiration démocratique qui soit, 1, la pédagogie des enjeux, 2, l'organisation du débat, 3, la prise de décision. Et l'on voit bien que là, il y a un choc de temporalité parce qu'on est en train, au nom du court terme, de tuer le moyen terme, alors qu'aujourd'hui, on a absolument d'avoir une vision à moyen terme. Merci. Je voudrais, Ezra Souleiman, vous voudriez dire quelque chose? Juste une petite remarque, parce que la question aussi, je suis tout à fait d'accord à ce que Jean-Paul vient de dire. J'ajoute juste une petite chose qui est... Ça marche. Qui est, la question était pourquoi l'Assemblée nationale ou le Parlement en France a tant de fonctionnaires, par exemple. C'est une forme de cumul, c'est-à-dire la société française est censée être égalitaire, mais on sait à beaucoup d'égards, elle n'est pas du tout égalitaire. Mais ça reste un idéal encore. Alors, il y a tant de fonctionnaires parce que on le permet les fonctionnaires, c'est-à-dire en général, ce sont beaucoup d'enseignants, de cumuler. Et donc, on ne permet pas un cadre. Si un cadre voudrait entrer à l'Assemblée nationale et faire une campagne, il est obligé d'abandonner son poste. Un fonctionnaire n'est pas, il a un contrat, il peut revenir. C'est un sociologue a posé la question, Max Weber, au début du XXe siècle, pourquoi est-ce qu'il y a tant d'avocats dans le Parlement allemand? Et la réponse était parce que c'est la seule profession qui est dispensable. C'est-à-dire, s'il part, ce n'est pas grave pour le droit ou le cabinet d'avocats ou pour l'université, et il peut toujours revenir sans perdre quoi que ce soit. Donc, il continue d'être promu, et c'est exactement le cas des fonctionnaires. On garde leur place très chaud et qui les attend. Donc, ils ne prennent pas de risques. Un cadre est obligé, s'il perd l'élection, il se trouve sans emploi. Ça peut paraître bizarre ou stupide, mais ça compte pour beaucoup. Je voudrais demander à Marc Drilech, parce que c'était sous-jacent dans le propos de Jean-Paul Delevoye, est-ce que le travail des politiques n'a pas été modifié considérablement par la dictature de la vitesse qui est imposée par finalement le temps médiatique dans lequel nous vivons? Vous voulez que je pleure pour les politiques, mais parlez-moi des entreprises, parlez-moi du monde universitaire. Le monde entier aujourd'hui subit cette dictature, si vous voulez, qui n'est pas une dictature, qui est une révolution technologique, qui a un certain nombre de conséquences. Pourquoi voulez-vous que je chouchoute les politiques? Ils ont qu'à bouger. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai cru comprendre dès le début que c'était pas... C'est pas ça, c'est que je ne vois pas en quel honneur, parce qu'on est élu et qu'on est politique, qu'on devrait aller plus lentement que le temps qui s'accélère et qui impose aux autres une totale révolution. Aujourd'hui, vous-même, vous le savez très bien, la révolution qui aujourd'hui exaspère les médias, la presse quotidienne, parce qu'on ne fera plus un journal comme on le faisait il y a 10 ans ou il y a 5 ans, elle vous touche profondément. On voit très très bien les risques, on sait très bien, vous me l'avez dit, Newsweek le 1er janvier passera 100% Internet. Vous imaginez les problèmes que cela pose? Pourquoi voulez-vous que les politiques échappent à cela? Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas affronter aujourd'hui une transformation qui va forcément les transformer. Et d'ailleurs, il y avait une très très bonne étude de la Fondation Fondapol, dirigée par Dominique Régnier, qui... Bien, il est là. Ah, mince. En 2011, sur la jeunesse du monde, quand sa fondation interroge les jeunes français et les jeunes dans le monde, mais les jeunes français, à 46%, ils veulent militer dans une association. Ils sont simplement à 12% à accepter de s'engager dans un parti politique. Les jeunes français, vous leur demandez est-ce qu'ils préfèrent une performance individuelle, c'est à 33%, c'est un des plus bas scores au monde. Et est-ce que vous préférez une répartition équitable des richesses? C'est à 67%. C'est ambigu, mais ça veut dire qu'ils s'engagent. N'allons pas chercher à faire travailler ceux qui n'ont pas la principale responsabilité du politique. On ne peut pas épargner les politiques d'une critique sous prétexte de populisme ou sous prétexte que, vous comprenez, ils travaillent tard. Moi, ils ne veulent pas travailler tard, ils font un autre job. C'est bien payé. Je veux dire, on leur demande simplement, simplement, dans un monde qui est en transformation comme le nôtre, ils doivent être porteurs d'un espoir qui se concrétise par la capacité à aider les gens à faire cette révolution.
et non pas cette espèce de, je le répète, de discours, cette fatalité du désespoir qui n'a comme seul but de se faire élire. Alors, Dominique. Juste un mot sur le fait que nous énonçons une série de difficultés qui ont leur solution. Donc nous ne sommes pas devant... Là, ce que nous venons de dire ne désigne pas un univers indémêlable. Si on prend le cas de la représentation parlementaire française, il est possible d'appliquer strictement la règle un mandat par élu. Il faut la décider. Il est possible de limiter dans le temps 3 mandats. Si vous limitez à 3 mandats dans le temps, c'est quand même 15 années de parlementarisme, vous dégagez 40% des sièges pour de nouveaux entrants. C'est pas, voyez, c'est pas impossible à décider, c'est pas compliqué, on sait faire ce genre de choses. La loi sur la parité qui a été discutée en 2000 a produit des effets immédiats. Dans toutes les assemblées élues au scrutin de liste, elle a introduit dans la minute, si je puis dire, avec un effet immédiat, donc la parité en termes de composition des assemblées. On a pu discuter de l'aspect philosophique de cette loi. Eh bien, elle a réglé le problème. La moitié des élus au Parlement européen, des élus français au Parlement européen, sont des femmes. La moitié. 25% des élus à l'Assemblée nationale sont des femmes. Donc, on peut trouver des solutions, elles existent, elles sont disponibles. S'agissant de cette anomalie française que Ezra pointait il y a quelques minutes, il ne faut pas stigmatiser les fonctionnaires, mais cette possibilité-là qui leur est offerte d'être à la fois fonctionnaires et élus, de demeurer fonctionnaires lorsqu'ils sont élus, de le redevenir lorsqu'ils sont battus, crée de fait un avantage qui est trop important, une inégalité fondamentale. C'est quelque chose que l'on peut régler simplement. On peut simplement dire, par exemple, sans être brutal, que tout fonctionnaire qui candidat à une élection s'engage à démissionner de la fonction publique quand il est élu. Vous avez une version plus dure qui demande la démission quand il est candidat, voire une version modérée qui lui demande de démissionner quand il est élu. On pourrait aussi, d'ailleurs, je le signale, rediscuter de l'ensemble du statut de la fonction publique et vous verrez qu'il y aurait d'autres possibilités. Par exemple, en Suède, pays social-démocrate fort connu pour la qualité de ses services publics et de son État, on peut devenir fonctionnaire parce qu'on est recruté par l'administration. En fait, on travaille dans le domaine des services publics. On n'a pas un statut et on peut cesser de travailler dans ce secteur-là pour aller dans un autre. Et les va-et-vient permettent de faire respirer l'administration et de la mettre en prise avec la société civile. Je termine en disant qu'il est aussi possible de définir, moi je crois que c'est nécessaire en France, et c'est compliqué, c'est technique, mais je ne vais pas vous embêter avec les aspects techniques. En tout cas, il y a des solutions. Il est possible de définir en France un statut de l'élu. C'est-à-dire de prendre des décisions techniques, pas compliquées en fait, techniques, du type assurance, du type retraite, sécurité sociale, assurance dans le cadre de l'accident du travail. On ne sait pas, vous vous souvenez probablement, pour ceux qui étaient à l'époque en âge de suivre l'actualité, en 2001, il y a eu un drame terrible à Nanterre avec des élus qui ont été massacrés par un fou qui a mitraillé un conseil municipal. Vous vous en souvenez, j'imagine, comme moi, si vous étiez à ce moment-là en âge de vous intéresser à tout ça. Eh bien, on ne savait pas comment qualifier ces morts. Ce n'étaient pas les accidents du travail. On ne savait pas comment venir au secours des familles de ces victimes qui ont parfois abandonné un métier pour être élus et ont tout perdu à l'occasion de ce drame. Donc il y a des questions techniques qui n'ont pas été réglées. Il faut un statut de l'élu, ce qui permettra à un cadre qui quitte son entreprise pour être élu, lorsqu'il est battu, d'être pris en charge par un système collectif qui lui permet de se réinsérer dans une vie active. Et probablement aussi, si nous avons un autre statut de la fonction publique, par exemple, pourquoi pas de travailler pendant quelques années dans le domaine des services publics, puisqu'il aura été élu, il en aura déjà quelques connaissances. Et puis, dernier point, il nous faut trouver des solutions pour ce que nous appelons d'un mot commode, qui ne nous plaît, enfin qui ne plaît à personne, mais on a beaucoup de mal avec ce vocabulaire, la diversité. Issu de toutes ces formules avec lesquelles on essaie de parler de Français qui n'arrivent pas, qui ont plus de difficultés que d'autres, parce qu'en effet, leurs parents, leurs grands-parents, parfois il s'agit des arrière-grands-parents maintenant,
font qu'on leur pose la question « D'où viens-tu » et ils ne peuvent pas répondre du café. On leur dit « Non, mais d'où viens-tu » Je veux dire, de quel pays viens-tu alors qu'ils sont nés, etc. Donc il y a un obstacle qui est très connu et qui fait que le passage dans la représentation nationale, même locale, est en réalité très difficile. Il nous faut trouver des solutions, nous pouvons en trouver, et sans confondre, c'est un point philosophique important, ça. Il ne faut pas confondre l'Assemblée nationale avec un échantillon de la Sofres. La fonction d'une assemblée représentative n'est pas la représentativité de l'échantillon des statisticiens. On n'a pas besoin d'avoir une France en miniature, ça n'est pas le sujet. Mais il faut éviter les grands écarts, les grands décalages, et qui sont très résistants. Je termine en vous rappelant ceci. En 1946, lorsque les femmes, pour la première fois en France, avec beaucoup de retard par rapport au reste du monde démocratique, lorsque les femmes rentrent dans le civisme électoral, parce que depuis 1945, elles ont le droit de voter, je vous rappelle que le premier pays, c'est la Nouvelle-Zélande de 1896, donc on a quand même attendu longtemps, eh bien, à partir de ce moment-là, il n'y a pas plus de femmes à l'Assemblée nationale, à la Chambre des députés qu'aujourd'hui. Le progrès est extrêmement lent. Il y en a un peu plus là, depuis 2012, mais c'est très faible. Et l'âge moyen de l'Assemblée nationale qui a été élue en 2012, c'est 54 ans. Donc ça n'est pas une assemblée qui ressemble, je dirais, de ce point de vue-là, à l'ensemble de la société. Donc il y a des solutions, ça n'est pas la réponse à tout, mais ces sujets-là sont des sujets pouvant déboucher sur des solutions que les politiques doivent prendre en charge. Je crois qu'ils ne le feront pas, parce qu'il s'agit pour eux de réguler le système dans lequel ils sont. Je pense que ce serait tout aussi difficile pour moi de réguler le système dans lequel je suis si je n'avais pas une incitation forte. Ça n'est pas ce qui les caractérise. Nous sommes tous en difficulté dès lors qu'on nous dit « mettez un peu d'ordre chez vous ». Bon, eh bien, cela viendra s'il y a un fort engagement de la société civile. Si pour nous tous, cela fait scandale, c'est moralement contestable, ça n'est pas normal, ça n'est pas sain d'avoir une assemblée où sont aussi peu représentés des pans entiers de la société. Ces écarts-là doivent nous apparaître comme des anomalies, quelque chose qui fausse, au fond, le résultat d'un scrutin, par ailleurs sincère, mais sous contrainte. Et si nous exerçons une pression de ce type, je pense que cela peut se ressentir chez les politiques. Merci Dominique. Alors, on va passer à la deuxième question, si vous voulez bien. Je vous en prie. Vous vous présentez d'abord et vous dites à qui vous vous adressez. Oui, donc je suis Louis Jean-Roy, je suis à l'ISTH. Je m'adresse à Dominique Régnier. Et on parlait tout à l'heure de l'individualisme. Est-ce que finalement l'individuation et la communautarisation de la société en ce moment n'est-elle pas en mesure d'aboutir à la fin d'une vie politique commune, de la communauté politique à proprement parler ? Merci pour cette question fondamentale. Je vais vous faire quelques éléments de réponse, mais je ne peux pas ni trop parler parce que je ne suis pas le seul ici, et puis en même temps, sur un sujet aussi substantiel, vous comprendrez qu'il faudrait développer longtemps. Mais simplement quand même, parce que vraiment la question est particulièrement bien vue, je crois que nous sommes dans une phase de notre histoire qui se caractérise par ce que vous avez appelé l'individuation, qui est un déploiement de l'individualisme, où nous avons les uns et les autres appris le goût de la vie individuelle. Nous avons des existences à mener, qui sont nos existences. Nous y sommes très attachés. C'est ce qui fait d'ailleurs que la société, comme entité collective, agrégeant toutes nos individualités, chacune étant attachée à s'épanouir, à rechercher le meilleur d'elle-même, c'est ce qui fait qu'il y a, je le crois en tout cas, une magnifique effervescence, qui par certaines fois est assez terrible. On a parlé du populisme, mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi cette magnifique effervescence, l'enthousiasme, ce que Emmanuel Kant appelait l'enthousiasme, le fait que nous avons envie de progrès, nous avons cette envie-là. On ne doit pas regarder cela comme un obstacle. C'est le résultat d'une marche heureuse de l'humanité, moi je le crois, et de nos sociétés. C'est ainsi en tout cas que je répondrai à votre question sur cette base-là. Il est certain que cela crée des tensions avec un système politique qui fondamentalement a été conçu, au fond les grandes lignes de l'architecture, quand on dit le contrat social. Grosso modo, on a pensé ça au XVIIe siècle. Qui aurait parlé, qui est d'ailleurs le siècle de l'individualisme naissant. On va chercher les portraits. On est un peu dans le droit fil de la retraite. Mais enfin, c'est un individualisme aristocratique. Là, il s'agit d'un individualisme massifié.
Et comme tout progrès qui se massifie, ça devient un problème. C'est tout de même embêtant, ça. C'est au contraire une grande nouvelle. Eh bien, en effet, il nous faut trouver les points, les ponts, les liaisons entre cette possibilité offerte à un nombre croissant, il faut tendre vers l'universalité, d'une vie choisie et d'une vie accomplie, qui ne se confondent pas avec une fragmentation de la société. Vous avez parlé de communautarisme, on en parle beaucoup, on en parle en réalité n'importe comment, à tort et à travers. Communauté est un mot magnifique. L'idée d'un repli à l'intérieur de communautés qui seraient comme des citadelles au sein d'une société plus vaste doit se comprendre aussi comme un appel à retrouver du sens dans une période de globalisation où certains, peut-être pas nous ici, je ne sais pas, mais beaucoup ont le sentiment de flotter à la surface comme ça d'un océan immense. D'où sont-ils ? Comment atteindre la rive ? Est-ce qu'il existe une rive ? Va-t-on nager toujours ? Quelle est, au fond, la direction ? Est-ce que je ne suis pas du côté du large alors que je pensais aller vers la rive ? C'est pas simple, tout ça. Vous pouvez éprouver le besoin de vous raccrocher à une communauté. Il y a de cela aussi dans ces phénomènes pathologiques qui parfois nous menacent en Europe. Mais aussi, la communauté est une belle chose. C'est une entité chaleureuse, réconfortante, de solidarité. Les jeunes générations que nous avons interrogées nous disent qu'elles comptent sur leur famille, sur leurs amis, sur leur environnement de préférence. Donc ce ne sont pas des obstacles nécessairement, ce sont aussi des maillons. Et puis je termine en vous disant que, puisqu'on a déjà parlé d'horizon, il y a la question de l'idéal qui revient dans les questions qui ont été posées, avec les réserves évoquées par Ezra Suleiman. On a quand même besoin d'une cause commune. On ne fera pas communauté si on n'a pas une cause commune. On a besoin de quelque chose qui ne soit pas purement matérialiste. Nous sommes sans doute en difficulté là aujourd'hui parce que, alors ça ne vaut pas pour tous les pays, mais ça vaut pour la France, ce que je veux dire ici. Nous sommes désenchantés. Alors, il est où l'idéal ? L'idéal matérialiste ? L'idéal idéologique ? Quelle est la substance qui fait qu'on est autre chose qu'un simple individu égoïste, mais aussi un individu attaché à sa communauté et au progrès collectif. Alors, je passe la parole, à Jean-Paul Delevoye sur l'individuation, cause commune. Non, je trouve que la question est pertinente. Pourquoi ? Quand vous regardez le problème, les 3 grandes questions politiques qui se posent dans le monde entier, partout, c'est 1, le vieillissement et la démographie. 2, et c'est d'autant plus vrai en Europe, c'est la localisation des ressources sur le plan économique, lieu de production, lieu d'exploitation, lieu de transformation. Et la 3e chose qui est le politique le plus important, c'est comment faire vivre ensemble des populations de plus en plus hétérogènes. C'est le vrai sujet. Et ce sujet-là, il est extrêmement compliqué. Je me souviens déjà à l'époque, avec Raymond Barre, nous avions réuni les 10 maires des villes les plus importantes du monde et je leur posais la question, quel est le problème politique ? Ils disaient, ce n'est pas l'immigration, c'est l'intégration. Comment faire vivre ensemble des personnes, etc. 2e élément qui est un élément intéressant, nous avions fait une étude qui fait que plus la société française est extrêmement hétérogène, mais elle est de plus en plus demandeur d'un objectif commun. Et l'on voyait que ce qui transcendait les différences, c'était par exemple la cause environnementale. Et ça, c'est une difficulté, c'est qu'on peut être assez rapidement citoyen du monde et paradoxalement être complètement consommateur de sa proximité et ne pas s'engager à proximité. Et donc, on a une espèce de dichotomie. Voilà ce que je voulais dire, parce que c'est un sujet qui est, à mon avis, aujourd'hui, politiquement, un des plus difficiles à régler. Ezra. Merci. Juste une toute petite remarque à propos de communautarisme. Ça m'est arrivé très souvent d'avoir des discussions avec mes collègues, mes amis français, et qui me disaient toujours nous, on a un modèle républicain et on ne veut pas rien entendre de communautarisme. Ma réponse, et je vous laisse la méditer, c'est que les États-Unis est un pays constitué de communautés, un pied dans leur communauté et un pied dans la société, dont ils sont complètement, qu'ils font partie.
comment se fait-il que dans une société qui a tant de communautés, qui est communautariste, si vous voulez, il y a, je dirais, infiniment plus de patriotisme qu'en France. C'est quand même un paradoxe. Et ça mérite d'être médité. Comment, donc, ce qui prouve que l'intégration des gens dans la société large, d'adhérer à cette société, de croire à ses valeurs, etc., ça constitue vraiment une force. Et donc, je pense que c'est un challenge dans les années à venir pour la France. Parce que la France est devenue, qu'on le veuille ou non, une société multiculturelle. Mais on ne veut pas l'affirmer. J'aimerais que vous le développiez, ça. On refuse cette réalité du multiculturalisme français. La question que pose Erzra est effectivement au cœur du problème politique français. Vous ne pouvez ouvrir les bras à l'autre que si vous avez la tête fière et dressée. C'est-à-dire que si vous êtes sûr de votre identité, vous pouvez accepter éventuellement de savoir ce que vous pouvez concéder pour partager avec l'autre dans sa différence. Si vous êtes faible dans votre identité, à ce moment-là, vous êtes dans la conflictualité avec l'autre parce qu'il vous remet en cause. Et la vraie question des générations qui montent aujourd'hui, c'est que les générations sont moins les fils de leur père que les fils de leur temps. Et qu'effectivement, le choc de leur temps, dans ce qu'on appelle l'identité horizontale. Et il est évident qu'aujourd'hui, le choc de l'altérité, nous n'y sommes pas préparés. Aux États-Unis, vous êtes mexicanos, vous êtes noir, vous êtes blanc, vous êtes d'abord américain parce qu'il y a une identité forte américaine. Et moi, j'ai évolué sur cet état d'esprit parce que je pense que plus on voudra être européen, plus il faut développer l'identité française. Plus on veut que nos concitoyens soient français, plus il faut développer les identités régionales. Plus vous vous sentirez breton, plus vous aurez envie d'être français. Et donc il faut reprendre les langues vernaculaires, il faut reprendre les territoires de proximité. Et il faut redonner le sens de l'identité de la France. Qu'est-ce que la France? Même pour quelqu'un qui n'est pas forcément né en France ou qui est de la deuxième. Quand on aura une identité forte et une résonance de l'identité, parce que je me sentirai français, on échappera à ce drame aujourd'hui où des enfants d'Algériens ne sont pas algériens en Algérie et pas français en France. Et ils sont aujourd'hui dans une souffrance identitaire. Et c'est quelque chose sur lequel nous devons être absolument attentifs, parce qu'en France, on n'ose pas parler de cela. À un moment donné, c'était assez bien vu de ne pas trop parler de la France, d'être attentif à ce que tous les élans patriotiques étaient les ans, etc., etc. Nous devons absolument, dans cette bataille mondiale, renforcer notre sentiment d'identité de la France pour mieux partager avec la diversité du monde. Alors, je crois que ça inspire aussi Marc. Je voudrais simplement, on est d'accord, c'est que ce qui est aujourd'hui au cœur de la discussion, c'est au fond pourquoi l'école et non pas comment l'école. Parce que quel est le meilleur, le plus évident lieu de socialisation, de formation, de responsabilisation, du bon patriotisme tel qu'on l'entend que l'école. Et tout le débat aujourd'hui sur l'école est un débat sur le comment et non pas sur le pourquoi. Et on a perdu assez le sens de cette responsabilité supérieure de l'école. Quand je pense qu'aujourd'hui, on a du mal à recruter des enseignants, quand on voit aujourd'hui l'état des écoles en France, quand on voit aujourd'hui à combien des zones sont totalement délaissées, on est fou. On est fou parce qu'on tue notre avenir. Alors bon, il n'y a pas de problème. Lors des dernières élections, les jeunes représentaient 10%. On s'en fout de 10%, c'est pas ce qui fait l'élection alors. Mais fondamentalement, demain, qui va payer nos retraites? Ce sont naturellement ces jeunes-là que l'on forme aujourd'hui, mais surtout qui vont créer les entreprises de demain, qui va apporter la créativité, l'initiative en France, les jeunes. Notre principal problème aujourd'hui et notre principale solution, c'est l'école, dès lors qu'on lui redonne du sens et pas simplement dès lors qu'on se focalise sur des problèmes techniques. Et je crois qu'on a perdu le sens de cette école qu'on appelait école républicaine, qui va vivre dans un autre monde et qui va donc avoir besoin de s'adapter, mais qui est essentiel à notre pays. Merci. Alors, moi, je suggère maintenant qu'on donne un peu la parole au public, si c'est possible. Alors, on va vous présenter un micro. Lorsque vous aurez une question à poser, je vous demanderai, de vous présenter très vite et de poser une question précise. Ce n'est pas du commentaire, j'insiste, hein. Je ne vous demande pas de commentaire, je vous demande une question. Merci. Alors, monsieur ou madame?
Pardon, monsieur, vous étiez caché, c'est pour ça. Je vous en prie. Bonjour. Et dites-nous à qui vous posez votre question aussi, éventuellement. Parfait. Merci de prendre ma question. Je suis Raphaël Meyer. Je suis également polytechnicien, mais de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Comme vous le voyez, j'ai amené mon uniforme également. Non, il n'y a pas d'uniforme. Je suis également suisse de par ma mère et j'ai vécu en Suisse un certain nombre d'années. Et je voulais poser en fait la question notamment à monsieur Delevoye, ce qu'il pense de la démocratie participative, notamment sur le modèle helvétique, qui est régulièrement cité comme un des plus démocratiques au monde, si ce n'est le plus démocratique, et où finalement c'est pas la façon la plus intelligente d'amener les gens à se sentir responsabilisés de la question politique, à amener une certaine vision du vivre ensemble qui amène des débats de tout le monde et où chacun peut voter. Il y a également l'initiative populaire qui permet à n'importe qui de proposer un vote au Parlement. Donc voilà, et si finalement, en faisant confiance au plus grand nombre, on n'amène pas une partie de la réponse au problème qu'on a avec la politique en France. Là, rapidement, le rapport à l'autorité a changé depuis 40 ans. Or, en France, on est resté encore sur un pouvoir monarchique. J'ai décidé, vous obéissez, c'est fini. C'est vrai pour les parents avec les enfants, c'est vrai pour les enseignants avec les élèves, etc., etc. Deuxième élément, je crois qu'il va falloir effectivement, et c'est ce que nous voulons faire au Conseil économique, social et environnemental, c'est d'offrir ça comme forum citoyen, un lieu de débat citoyen. Nos concitoyens veulent être aujourd'hui des coproducteurs du futur. Et j'évoquais avec Ezra et Dominique qu'un de mes combats actuels, mais on va y arriver, c'est que les organisations syndicales, patronales, même associatives, disent mais les citoyens, c'est nous. Donc chacun se sent propriétaire des citoyens. Et nous avons, et c'est là où je suis un peu en divergence avec vous, c'est-à-dire que la démocratie parlementaire, c'est la décélération du temps politique de la décision. Il n'y a pas un industriel qui n'a pas une vision à moyen terme, même s'il est obligé d'agir à court terme. Et aujourd'hui, les politiques, souvent, ont oublié le moyen terme et réagissent tout le temps. Et effectivement, la respiration démocratique à laquelle je crois, c'est de prendre le temps nécessaire de la maturation des enjeux. Aucune décision politique, si on n'en a pas compris les enjeux, n'est possible. Si vous n'avez pas compris avec votre médecin que vous souffrez de quelque chose, vous n'avez pas envie éventuellement de vous faire soigner. La seconde chose, c'est qu'il faut organiser le débat, mais pas de façon institutionnelle. Il faut vraiment que les concitoyens se sentent responsables, concernés, participent au débat. Et derrière, la décision politique tombera d'elle-même parce que forcément... Mais il ne faut pas croire que la décision doit être... il faut éviter les pièges de la démocratie. Si tout le monde est décideur, rien ne se décidera. Et donc, à un moment donné, le pouvoir ne se partage pas et il faut renforcer la capacité de décision. Donc, je suis quelqu'un qui est extrêmement attentif à la participation collective, mais aussi au niveau des entreprises et aussi au niveau de l'intéressement et des participations. Je connais de bonnes entreprises de caractère international qui ont amené les syndicats de salariés au cœur de la stratégie, et ce qui veut dire que là, les salariés se sentent responsables. Et aujourd'hui, quand ils ne sont pas responsables, ils sont dans le conflit. Qu'est-ce qui se passe en France? C'est absolument incroyable, parce que l'on a d'un côté les politiques qui décident et de l'autre côté les citoyens qui subissent. On est en train de tourner le dos au siècle des Lumières et de considérer que le progrès est un facteur de risque plus qu'un facteur d'opportunité. C'est quand même incroyable. Et donc, si l'on veut aujourd'hui retrouver ce souffle politique d'une espérance européenne, c'est ce que vous disiez, au moment où l'Europe est notre planche de salut, et on a l'impression presque de se retrouver juste après la guerre, si on ne fait pas l'Europe, on aura la guerre. On est dans cette situation-là. Au moment où l'Europe est notre planche de salut, les opinions européennes sont anti-européennes. Pourquoi? Parce que les politiques eux-mêmes surfent sur cette vague d'anti-européanisme pour essayer de garder une illusion du pouvoir. Et donc, à un moment donné, il va falloir que les politiques aussi acceptent que la décision, si j'ai dit au président de la République lorsqu'il est venu au Conseil économique, cette phrase de Winston Churchill qui, moi, m'a beaucoup frappé, l'homme politique pense à sa prochaine élection, l'homme d'État pense à la prochaine génération. On n'a plus aujourd'hui le luxe de pouvoir penser à l'élection. On doit penser à notre prochaine génération. Merci. Dominique, vous voulez dire un mot? Juste un mot. C'est mon premier désaccord avec Jean-Paul, c'est ce qu'il a dit sur l'autorité. Bon. Ouais, je me souviens quand Nicolas Sarkozy disait « Je voudrais que quand le professeur rentre dans la classe, les élèves se lèvent », moi je me disais il faudrait plutôt qu'il arrive à les faire s'asseoir parce que c'était... je pense que c'est quand même devenu difficile. Hein. Tu es d'accord, Marc, hein, c'est quand même devenu difficile. Voilà, c'est devenu difficile. Mais vous voyez, sur ce que vous disiez par rapport à la démocratie
à la forme suisse et le référendum d'initiative populaire en particulier, qui est une forme accomplie. Il y a deux choses. Il y a une première chose qui est que c'est un puissant courant, ça, dans le domaine des idées aujourd'hui, on entend beaucoup, et dans tout le champ politique, porter cette idée du modèle suisse en France. C'est très impressionnant, c'est vraiment une idée du moment. Cette idée que c'est, je ne dis pas que c'était dans votre propos ce que je vais dire là, mais je voudrais faire un commentaire à ce sujet. Cette idée que c'est la vraie démocratie, c'est une des conséquences du déficit de représentation de nos élus. Si nous ne corrigeons pas les méfaits des biais que nous avons tout à l'heure évoqués, nous aurons une contestation croissante de la représentativité des élus, et cette idée que la vraie démocratie, c'est une démocratie non parlementaire. Je suis personnellement, comme citoyen, comme professeur, inquiet quand j'entends dire que le fait de ratifier un traité européen par la voie parlementaire est un déni de démocratie. Nous arrivons à ce résultat, qui est que nous considérons que lorsque les élus du peuple ratifient un texte, c'est un déni de démocratie, ou bien c'est une démocratie très inférieure à celle du référendum classique. C'est un grand sujet de théorie politique, mais sachez, comme vous le savez peut-être, que la démocratie représentative est une très grande forme de démocratie, à condition de savoir en corriger les défauts. Et sur la démocratie participative suisse, dont vous soulignez l'efficacité, je crois qu'il y a là un élément qui est très important aussi dans la grande tradition de la théorie politique et qui est un élément passionnant, c'est la question de ce qu'on appelait au XVIIe siècle la quantité de peuples. Sont-ils nombreux, plus nombreux, moins nombreux? C'est une grande question théorique. Et il y avait un fameux compatriote à vous, Jean-Jacques Rousseau, qui considérait que la Suisse, la Corse, étaient des pays où l'on pouvait expérimenter la vraie démocratie, car la population y était moins importante que dans d'autres. La France, plus tard on réfléchira beaucoup aux États-Unis sur la question, avec cette idée que comment faire quand on est une nation très peuplée pour installer un régime qui soit démocratique et non pas despotique, puisque le risque est dans ce cas plutôt le despotisme. Internet ne permet pas la démocratie électorale. Si vous voulez dire par là qu'il faut voter par Internet, je ne sais pas si le sujet sera abordé, mais personnellement, je considère que c'est un risque majeur du point de vue de la sincérité du scrutin. Aucun système électronique aujourd'hui ne vous garantit, même électronique, ne vous garantit la sincérité du scrutin, encore moins par Internet. Il y a un risque majeur de piratage d'un scrutin. C'est un sujet très important sur lequel il faudrait passer plus de temps. Ça n'empêche pas de réfléchir à des formes de démocratie participative, ça n'empêche pas de réfléchir à des formes complémentaires de désignation des représentants. Il y a quelques idées qui circulent, j'en défends une moi-même, très modeste, très facile à mettre en place sur le tirage au sort. On peut compléter, on peut enrichir, on peut favoriser la participation, on peut aussi aller jusqu'au référendum, bien sûr, y compris d'initiatives populaires. Vous savez que même l'Europe, en quelque sorte, progresse de ce côté-là. On ne va pas créer un référendum européen, mais enfin, on peut contraindre la Commission européenne à se saisir d'une question si l'on arrive à mobiliser un nombre suffisant de citoyens. Donc tout ceci peut être mis en place, mais il ne faut pas oublier que élire des représentants, c'est encore une grande forme de la démocratie. Est-ce que je peux rajouter oui. sur l'Internet? Oui. Excusez-moi. Il y a quelque chose de nouveau par Internet. Ça va être le contrôle des citoyens sur la qualité des politiques menées. Aujourd'hui, quand vous choisissez un hôtel, vous ne regardez pas le nombre d'étoiles, vous regardez le commentaire des clients. Et donc aujourd'hui, la qualité des décisions politiques sera sous le regard permanent des citoyens, donc la transparence, etc., etc. Et deuxièmement, simplement au Conseil économique, nous sommes en train de réfléchir sur ce que disait Dominique, la pétition citoyenne qui nous permet de nous saisir sur un sujet qui est porté par un certain nombre de citoyens. On vient de rendre un avis, par exemple, sur l'autisme, qui a émané d'une pétition citoyenne sur l'autisme. Alors, une question, monsieur, en haut. Alors, un Esquimau. Bonsoir, j'ai une question qui est double. Je m'appelle Jacques, je suis consultant formateur en développement de la personne et praticien de la relation d'aide thérapeutique. Jean-Paul Delevoye disait dans son rapport de médiateur, c'est la première fois que je le constate, que dans un rapport tel, on dit la France est en souffrance psychique. Donc ça veut bien dire que la question de l'être humain est posée, c'est celle-là qui me passionne dans la vie, voilà, pour me présenter. Juste une question double. Je crois qu'on est dans une espèce de non-compréhension dialectique entre l'unité et la diversité de l'humain. Ça, je crois qu'on est rentré là-dedans. J'ai créé, moi, il y a 15 ans, un petit réseau qui s'appelait Reconnaissance, que je vais réactiver, pour dire maintenant, il faut qu'on se reconnaisse comme être humain et qu'on se relie, que chacun se guérisse
de son rapport à lui-même, aux autres et à la nature. Voilà, ça c'est ça. On a chacun notre part d'utopie, et moi j'ai rien contre, parce que l'utopie c'est ce qui n'est pas encore réalisé, et ceux qui ont eu des utopies, c'est ceux-là qui ont changé le monde réellement. C'est une parenthèse. Maintenant, ma question elle est double. Je pense que l'unité de la diversité mal comprise fait que d'un côté, je suis dans la diversité, dans les années 70, touche pas à mon pote, et il fallait le faire, mais si on oublie aujourd'hui qu'on procède tous de la même souche humaine, ou divine suivant les croyances, universelle, on est cuit. On est cuit. Et donc, je pense qu'il y a cette articulation à avoir. Et c'est ma première question. Est-ce que vous ne pensez pas que cette unité dans la diversité et l'inverse est mal comprise? Et la deuxième, il me semble que dans la philosophie républicaine, j'ai rien contre la République, hein, je suis un citoyen du monde dans ma tête, mais je suis ancré localement. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une peur, Ezra Soleiman le disait, il y a des communautés en France, mais c'est une richesse. Au Québec, en France, en Belgique, on n'est pas aussi coincé qu'en France. Il y a un travail social communautaire qui participe au changement de la société, mais c'est intégré. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un lien entre cette incompréhension du lien unité-diversité de l'humain et le fait qu'on a peur du communautarisme? J'écoutais Joël Roman l'autre jour dans un colloque sur Refaire Société, j'ai fini. Lui provoquait, il dit, il n'y a pas une communauté blanche à Neuilly-sur-Seine? On n'en parle pas de celle-là, des gens qui veulent vivre ensemble avec des valeurs communes, et why not? Pourquoi pas? Hein? Donc il y a des gamins en banlieue qui veulent faire communauté, je dialogue avec eux parfois. Ces gamins-là, ils ne veulent pas ne pas s'intégrer. Ils n'ont pas des revendications communautaristes qui ne seraient pas dans l'intérieur de la République. Au contraire, ils demandent qu'ils aient les mêmes droits et les mêmes devoirs. Je ne sais pas si je parle avec passion, hein, c'est pas parce que je... Vous avez raison. Voilà. Donc, mais on va laisser Ezra Soleiman vous répondre. Merci. Je crois que Jean-Paul a déjà un peu répondu à cette question. En disant que quand on est sécure dans notre identité, on accepte ces communautés. Ce qui me chagrine un peu, c'est que le modèle républicain tel qu'il est établi en théorie est remarquable, parce que le modèle républicain dit on est tous égaux, on jouit tous de mêmes droits, donc il n'y a pas, si on fait rentrer des avantages pour certains, etc. Il ne s'agit pas de là. Le modèle républicain ne devrait pas devenir une alibi de conservatisme. Et c'est exactement, je crains, ce qui s'est arrivé. C'est-à-dire, chaque fois qu'on est devant un problème d'intégration ou d'immigration, on revient toujours à dire « ne touchons rien » parce que il ne faut pas toucher au modèle républicain. Or, il faut toucher au modèle républicain pour le garder, c'est-à-dire il faut le moderniser, il faut le faire évoluer pour qu'on garde l'essentiel du modèle républicain, c'est-à-dire les chances, la mobilité sociale, la chance à tous de grimper dans l'hiérarchie, de jouir des avantages de la société, etc., etc. Mais je suis vraiment très inquiète que si chaque fois on parle de changement et on fait référence au modèle républicain, je crains que le modèle républicain, et d'ailleurs je pense que c'est déjà arrivé, hein, ça empêche les changements et les réformes. Une autre question? Oui, monsieur. Oui, bonjour. Je m'appelle Malcolm Bigamanak. Je suis élève en prépa D1. Et j'avais une question pour monsieur... Prépa D1, c'est prépa droit Cachan, c'est ça? Exactement, exactement. J'avais une question pour monsieur Suleiman. Je voulais vous demander en fait si l'affirmative action, basée sur les différences sensibles telles que la race, pourrait être transposée en France, étant donné que la finalité serait pour les couches sociales les moins aisées, d'accéder au plus haut poste et d'être sous-représenté, d'être représenté. Qui est-ce qui est... Marc, non? Non. Je ne m'appelle pas Monsieur Suleiman, hein, je vous signe. Bon, Ezra. D'abord, l'affirmative action est assez mal compris en France. C'est-à-dire, là encore, on tombe toujours, on ne veut pas des communautés, on ne veut pas toucher au modèle républicain. Enfin, je connais toutes les réponses. C'est toujours les mêmes réponses qui reviennent. C'est assez robotique, en fait.
Et qu'est-ce que ça veut dire, ne touchons pas? Encore, je reviens, ça veut dire être conservateur et ne pas bouger. Donc, je n'approuve pas de ça, bien entendu, ni pour ma société, ni pour la France, qui est ma deuxième société, si je puis dire. L'affirmative action ne dit pas qu'il faut absolument imposer des quotas. Ça, c'est une compréhension qui n'est pas du tout à la hauteur de ce qui, en fait, se passe ou s'est passé aux États-Unis. D'ailleurs, vous allez être surpris si je vous dis que la France a beaucoup plus accepté les quotas, avec la parité par exemple, que les États-Unis, qui n'a jamais admis les quotas. Aucun tribunal n'a accepté les quotas. Aucun. Y compris dans l'université dans les années 60 ? Tout à fait. Le quota était absolument hors de question et interdit. Alors, qu'est-ce que disait la loi? Il faut bien comprendre ce que disait la loi. Évidemment, il y a énormément de lois. Ils sont toujours contestés, même aujourd'hui. Mais la loi disait, il faut qu'on fasse un effort pour promouvoir ceux qui ont été réprimés ou qui n'ont pas eu de chance ou contre lesquels il y a eu des discriminations dans le passé. Donc, à compétence égale, il faut choisir quelqu'un d'une minorité. Voilà, c'est ce que la loi dit. Rien n'a jamais été imposé dans toutes les institutions où j'ai travaillé. Mais j'ai été dans beaucoup de discussions, dans beaucoup de commissions, et c'était toujours X est très très bon, et il est aussi ou elle est aussi d'une minorité. Donc à ce moment-là, mais jamais quelqu'un est incompétent, mais il est d'une minorité, donc il faut le prendre. Ça, c'est absolument, a toujours été hors de question. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas un effort parfois de promouvoir, parce qu'il fallait faire quelque chose. Maintenant, je voulais vous dire pourquoi c'est résister. Et surtout résister en France, comme ça a été résisté aux États-Unis. Parce que quand vous faites ça, et quand les positions au top sont assez restreintes quand même, plus on grimpe, plus c'est restreint, il y a moins de place. Il est évident que des gens qui ont eu l'habitude, où la pratique était qu'ils soient promus, des Blancs, très bien éduqués, très compétents, il n'y aurait jamais eu de question que ces gens allaient être promus. Mais quand il y a eu cette période où, disons, une génération, c'est vrai qu'il y a une génération qui n'est pas sacrifiée, mais qui n'ont pas joui des mêmes avantages auxquels ils s'attendaient, auxquels leurs pères s'attendaient, et auxquels ils avaient l'habitude d'espérer et d'être pratiquement sûrs de l'avoir. Ça, c'est sûr. Ça, je l'ai vu dans beaucoup d'institutions. C'était inévitable. Et donc, je dois dire que le système n'a pas mal fonctionné aujourd'hui. On a beaucoup plus de diversité, pas suffisamment dans certains domaines, etc., etc. C'est encore une œuvre en train de se faire. Voilà. Mais de dire qu'on ne peut pas le prendre ou même introduire ou même faire des expériences, parce qu'il y a eu des expériences, beaucoup d'expériences. Certaines n'ont pas marché, d'autres ont marché très bien. Mais il ne faut pas dire le modèle républicain nous empêche de faire quoi que ce soit. Ça veut dire on reste figé. Monsieur qui avait les lunettes sur le front. Bonsoir, merci. Anthony Coy, je suis d'origine iranienne en France depuis 35 ans. Et en fait, je suis le témoin parfait, je dirais, de l'intégration avec des enfants français et suédois. Donc je peux vous dire, mon parcours est parfaitement l'exemple. Je n'ai jamais été victime d'aucune discrimination. Je dirais, j'ai fait Lyon, à Harvard, bref, je suis parti de rien et j'ai réussi mon parcours en France. Donc je suis l'exemple parfait qu'on peut réussir en France avec, je dirais, pratiquement aucun souvenir d'avoir été victime de quelconque problème, je dirais, de société. Par contre, aujourd'hui, je suis très intéressé, moi, avec l'expérience que j'ai eue dans mon parcours, je dirais,
sur la question de discrimination positive. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, elle n'est pas une solution, comme à un moment donné, Sciences Po a essayé de considérer, pour favoriser le partage, l'ascension sociale, une certaine forme, je dirais, d'intégration de ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller plus vite dans la société. Merci. Avant de Marc, et puis après, je voudrais entendre Dominique aussi là-dessus. Puisqu'il est, en plus, il est question de Sciences Po. Oui. Je crois que le problème de la discrimination positive, enfin la question de la discrimination positive, c'est avant tout celle de l'intégration. Et je crois qu'il y a simplement un risque, c'est donner à l'État la responsabilité de l'intégration, c'est considérer que ce n'est pas le rôle de la société. C'est se dire que finalement, grâce à l'État, on va régler nos problèmes. Vous n'empêcherez pas que la clé de réussite, c'est l'initiative des gens. C'est la société civile, et plusieurs personnes l'ont dit ici. Si les gens ne se bougent pas, ce n'est pas l'État qui trouvera la solution. Nous avons créé la Web Academy. Pourquoi ? Parce qu'on a plein d'étudiants, des milliers d'étudiants dans le domaine de l'informatique. On a une expertise reconnue là-dedans, et on s'est dit que des non-bacheliers, c'est-à-dire des jeunes qui n'ont pas le bac, qui ne peuvent pas trouver aujourd'hui un boulot, on nous les donne pendant 2 ans, on les forme et on en fait des développeurs web, et ils trouvent un job. La première promotion est sortie. Tous ont trouvé un job, ils sont tous très contents, ils peuvent louer un appartement, ils rentrent dans la société civile et ça va marcher. Donc si aujourd'hui les institutions, Sciences Po l'a fait, d'autres le font, mais des entreprises également, les collectivités locales ne se bougent pas, ça veut dire qu'on va se retrouver dans une société parfaitement hypocrite en disant « ouais, ils sont tous salauds, qu'est-ce qu'attend de faire l'État ? Et moi je ne fais rien ». Et donc je pense qu'il y a une responsabilisation à faire de l'ensemble de notre société, et j'ai une parenthèse dont l'un des principaux vecteurs, ce sont les médias. Parce que tant que les médias nous expliqueront qu'il n'y a que des ratés, qu'il n'y a que des dealers qui sont très malins et qui savent faire chouf-chouf dans les cités, sans nous montrer ceux qui réussissent, il n'y a aucun problème. L'image qu'on aura, c'est l'échec. Merci. Moi, je n'ai pas le droit de parler. Dominique. Oui, je veux bien dire un mot, puisque tu faisais référence au fait que je suis professeur à Sciences Po. C'est vrai que c'est un sujet qui est passionnant. Comme vous le savez, les enfants qui appartiennent à des familles issues de l'immigration rencontrent des obstacles plus importants que d'autres pour accéder à l'enseignement supérieur, et en particulier à l'enseignement supérieur sélectif. Ça tient au fait, pour partie, qu'ils sont des enfants issus de l'immigration, parce qu'il y a des comportements de stigmatisation qui peuvent les freiner, mais ça tient plus encore au fait qu'ils sont des enfants appartenant à des milieux sociaux défavorisés. Nous n'avons jamais eu dans l'université française beaucoup d'enfants des milieux sociaux défavorisés, et encore moins dans les institutions supérieures sélectives. Donc il y a un phénomène qu'on connaît bien, mais que l'immigration rend visible. Moi, je me souviens, en 1999, quand on a commencé à réfléchir là-dessus à Sciences Po, on avait la liste des diplômés, et je me suis aperçu qu'il n'y avait aucun nom, aucun prénom à consonance arabe. Et je dis, c'est pas possible, ça ne peut pas être aléatoire, statistiquement. Donc, quelle est la différence ? C'est que les milieux sociaux défavorisés, qui sont par ailleurs, qui correspondent assez largement avec des milieux, des familles issues de l'immigration, ne sont pas représentés comme ne l'étaient pas autrefois les enfants des milieux sociaux défavorisés, mais maintenant c'est visible par les effets, notamment qui touchent au patronyme. Donc on peut rester indifférent ou bien chercher à faire une réponse. La réponse proposée par Sciences Po à l'époque, que moi j'approuve complètement là-dessus, on peut discuter des modalités, mais cette réponse, elle a produit des effets, elle a produit au moins 2 effets positifs. Il y en a un qui est très important, qui est qu'il y a eu en France un débat à ce sujet, un grand débat, et avec tous les défauts de tous ces grands débats, il y a une grande vertu qui est qu'ensemble, on a pu quand même évoquer le sujet, le voir davantage, et aujourd'hui, personne ne considère que ce n'est pas un sujet sur lequel il ne faut pas faire de rapides progrès, que ce soit l'enseignement supérieur, l'école, les entreprises et la politique. Ça ne signifie pas qu'on a beaucoup avancé, mais nous sommes maintenant d'accord pour dire qu'il faut le faire. Et la deuxième contribution forte, à Sciences Po maintenant, c'est une contribution modeste, mais il y a 1000 étudiants issus de ces conventions éducation prioritaire. Entre ceux qui sont encore à Sciences Po et ceux qui sont déjà diplômés, il y a 1000 étudiants. Si nous imaginons
ce qui est une proposition que je fais, d'étendre ce modèle aux 8 IEP de France et à toutes les universités et à tous les établissements qui voudraient s'associer, en créant une sorte d'académie pour la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur, on peut avoir des effets réels, significatifs, qui évidemment se verront dans le monde politique, dans le monde de l'entreprise, dans le monde des médias et dans le monde de la recherche et de l'enseignement. C'est un parcours qui est initié, et de ce point de vue-là, je ne sais pas s'il faut qualifier ça de discrimination positive. C'est un modèle un peu particulier, je ne rentre pas dans le détail, je sais que nous n'avons pas le temps, mais en tout cas, il ne remet pas en cause aucun de nos principes, il ne crée pas d'inégalité, sinon qu'il fait quelque chose que moi je trouve extrêmement simple. Je vous le dis, c'est aussi une phrase, un sujet de réflexion. C'est une phrase qui a été formée par le philosophe John Rawls, qui est le grand théoricien de la social-démocratie, on va le dire comme ça. Il a écrit ceci: il y a de justes inégalités. Toutes les inégalités ne sont pas injustes. Il y a de justes inégalités. Est juste une inégalité qui est créée au profit des plus défavorisés. Et donc, il faut accepter d'entrer dans ce système qui nous amène à créer des inégalités par l'artifice de l'organisation, de la décision, mais pour compenser en partie les inégalités fortes dont sont victimes ou que subissent les individus ou les groupes qui se trouvent dans des situations particulières. Jean-Paul. Oui, je voudrais rebondir aussi là-dessus et sur ce que disait Ezra. Regardez la différence qu'il y a entre le discours politique et la réalité. On a tous défilé sous le drapeau de la mixité sociale. Aujourd'hui, c'est un leurre. Et l'on voit bien que dans les 1000, il y a la localisation de l'échec et l'évasion de la réussite. C'est dans les mêmes quartiers qu'il y a les taux de revenus les plus faibles, les taux d'échec scolaire les plus élevés, les taux de chômage les plus importants. Ça veut dire qu'il y a des fractures qui sont en train de se mettre sur le plan territorial, sur le plan social. L'inégalité de l'accès, nous venons de rendre un avis justement sur l'égalité d'accès à l'enseignement supérieur. Là aussi, la théorie républicaine française était l'égalité des chances. Je ne crois pas à l'utopie communiste de l'égalité des situations, et je ne crois pas non plus à l'égalité des chances, parce qu'en réalité, c'est la méritocratie, c'est ceux qui ont le plus d'argent, ceux qui sont les plus aisés, etc., qui vont arriver au sommet. Je crois par contre qu'il faudrait que nous réfléchissions à l'égalité des parcours. Qui que vous soyez, à quel endroit que vous soyez, nous essaierons de vous amener au maximum de vos capacités. Et là, forcément, on revient sur les inégalités justes. Parce que forcément, il y a des personnes dont les parcours sont un peu plus difficiles et sur lesquels il faudrait amener des accompagnements de compensation. Et quand vous évoquiez, il y a des tas de choses qui, là aussi, troisième hypocrisie républicaine. On est tous, avec notre philosophie judéo-chrétienne, sur une société d'inclusion. Mais la société française n'a cessé de mettre des normes. Des normes pour justifier la bonne conscience de ceux qui sont dans la norme et pour refuser de regarder ceux qui sont en dehors de la norme, qu'ils soient handicapés, chômeurs ou en situation d'échec. Et là, on soulage nos consciences pour les gens hors normes en leur donnant des allocations de compensation d'un handicap. Pas du tout en imaginant un accompagnement nécessaire pour surmonter une difficulté. Et résultat, quand on regarde aujourd'hui les écoles de la seconde chance, elles font un travail extraordinaire sur l'échec scolaire du système classique. Et nous devrions être attentifs à l'accompagnement des personnes pour accélérer au maximum leur potentialité. Et là, nous aurions la preuve. On pourrait très bien dire, quand Sciences Po a pris des enfants de banlieue, on pourrait très bien dire, tiens, ils vont forcément, dans un collectif de pensée française, on dira, oui, on va les prendre par charité, mais ils ne vont pas réussir mieux que les autres. Or, on s'aperçoit que les talents sont... Voilà. Donc, on a aujourd'hui j'ai évoqué ça avant de rentrer, on a un vrai choc fiscal, on a un choc de compétitivité, on a peut-être surtout, avant tout, un choc culturel sur lequel nous devons absolument réfléchir. Une dernière question, monsieur. Pardon ? Ah, pardon, Alain, vous voulez parler ? Ah, pardon. Je suis désolé, mais non, mais parce que je n'ai pas vu les mains se lever. Alors, pardon, vous allez laisser votre tour. Allez-y. Je suis désolé. Merci.
Je vois qu'on est une minorité. Haute-Foire... elle vous ne vous laissez pas déstabiliser. Haute-Foire-Avilly, je travaille sur le Fonds social européen, l'évaluation au ministère de l'économie et des finances, qui d'ailleurs finance les écoles de la deuxième chance et qui a de bons résultats. Moi, je voulais replacer un petit peu le débat sur la citoyenneté. La semaine dernière, l'Union européenne a eu le prix Nobel de la paix pour l'œuvre de la mission de paix qu'elle a accomplie ces 60 dernières années. Aujourd'hui, on se situe dans un moment où il faut éviter l'éclatement et essayer de construire une paix différente. Et je voulais aussi revenir sur la notion d'altérité. On a des altérités au niveau national, mais aussi au niveau communautaire. Et c'est inévitable, on ne peut plus se passer de cette altérité avec nos voisins européens. On est définitivement unis dans la diversité. Qu'est-ce qu'on fait ? Quelle est la réponse du politique ou de la société civile pour construire deux identités qui doivent coexister, enfin deux ou des multiples identités, ces identités locales, nationales, mais cette identité européenne qui est un construit, qui n'est pas donné, mais qui doit s'affirmer petit à petit, et c'est une nécessité, je pense. Voilà. Jean-Paul Delevoye, non ? D'abord, merci pour la seconde chance. Quand vous regardez aujourd'hui la situation de l'Europe, que vous prenez l'hypothèse que vous mettez en commun toutes les qualités de l'Europe et que vous comparez cela aux États-Unis, pardonnez-moi, Ezra, vous apercevez que l'Europe est plus puissante que les États-Unis. Quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui avec le risque de crise immobilière en Chine, l'élection de M. Obama ou de M. Rodney, je ne sais pas ce qui va se passer sur la réduction de la dette aux États-Unis. On peut avoir un monde complètement déstabilisé. Je ne sais pas si la Turquie va attaquer la Syrie, etc. On est dans un moment où effectivement tous les dangers, tous les feux sont allumés. La réponse est européenne. Le sursaut est politique européen. Mais comme on a mis une monnaie unique qui aujourd'hui donne la prime au plus fort, on a un éclatement énorme entre l'Europe du Sud et l'Europe du Nord. Si vous prenez que la balance commerciale européenne, c'est 174 milliards d'euros, 143 uniquement pour l'Allemagne. Et là, nous avons à réfléchir à la mobilisation citoyenne et à la philosophie européenne. C'est-à-dire que la philosophie européenne a consisté que c'était de mettre en concurrence les États qui allaient renforcer la puissance européenne, au lieu de mettre en synergie la compétence des États. Et résultat, on est tous en train de bâtir des politiques nationales sur le dos de l'Europe, au lieu de réfléchir à l'indépendance alimentaire européenne, l'indépendance énergétique européenne, quelle est la filière. Quand je regarde qu'aujourd'hui, quand on a un vrai défi sur la bataille industrielle automobile, on n'est pas foutu de s'entendre entre constructeurs européens et on est en train de mettre un écartèlement. Volkswagen va investir 10 milliards d'euros de recherche, Peugeot et Renault, chacun 2,5 milliards. On n'est pas dans le même monde. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que l'on sent bien qu'aujourd'hui, les problèmes sont économiques, les problèmes sont sociaux, les problèmes sont culturels, mais les réponses sont politiques. Et nous devons réfléchir aujourd'hui comment retrouver ce souffle et cette grandeur politique qu'ont eu des gens qui étaient extrêmement opposés après-guerre et qui ont dit si on ne fait pas l'Europe, on aura la guerre. Aujourd'hui, si on ne fait pas l'Europe, on aura un risque de déstabilisation du monde. Et donc je crois que c'est un moment compliqué parce que la stratégie de conquête de pouvoir, c'est plutôt de caresser les sentiments anti-européens des opinions plutôt que des souffles européens. Et là, on voit bien que la mobilisation par Internet, par des enjeux, c'est aujourd'hui quelque chose de tout à fait fondamental. Est-ce que l'on va choisir la force des émotions, quitte à avoir le réflexe du naufragé qui tape sur le sauveteur, c'est-à-dire que plus il faut penser monde, plus on va penser village, plus il faut penser moyen terme, plus on va penser court terme, plus il faut penser Europe, plus on va penser nation. Ou est-ce qu'au contraire, on aura cette capacité d'être raisonnable et de considérer qu'avoir posé la bonne question, qu'est-ce qui peut assurer notre avenir ? C'est le partage puisque c'est le thème, de nos identités, de nos puissances nationales au service d'un projet collectif qui est européen. C'est pas évident non plus que le réflexe, quand on a peur du lendemain, on est plutôt dans le chacun pour soi et je veux pas qu'on pique dans mon assiette. Un mot de Dominique ? Oui, c'est une question fondamentale qui a été posée. Simplement deux remarques, parce que je sais que c'est fini là, mais il n'y a pas de désarticulation entre les appartenances. Il se trouve que sur le sujet, il existe des études qui ont quantifié cela. Je vous réponds, mademoiselle. Vous savez qu'il y a des études qui ont quantifié ça et qui montrent que lorsqu'on a une appartenance... Les Européens qui se sentent le plus attachés à l'Europe sont aussi ceux qui sont le plus attachés à leur nation
et à leur territoire local. C'est articulé en fait. C'est pas, comme on pourrait le penser spontanément, une contradiction, c'est articulé. Et même les appartenances globales qui sont aujourd'hui proposées. Donc la multi-appartenance est devenue un modèle qui nous renforce plutôt qu'il ne nous affaiblit. Mais sur la question européenne, moi, il me semble que ce que nous devons essayer ce dont nous devons sortir, c'est de l'idée que pour renforcer l'Europe, qui a reçu ce magnifique prix Nobel, pour moi très mérité, vraiment, si c'est un prix Nobel mérité, en tout cas, c'en est un, pour renforcer l'Europe, y compris dans sa relation aux citoyens, il faut certainement, il faut se poser des questions sur le lien politique et démocratique, mais on n'a pas assez travaillé sur l'efficacité de l'Union européenne. Et je pense qu'il faut réfléchir en termes de puissance publique européenne. Être capable de créer une puissance publique supplémentaire qui viendrait appuyer les puissances publiques nationales, montrerait notamment par des projets très ambitieux en termes d'investissement. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les aménagements possibles en Europe aujourd'hui, en termes de réseau, de transport, etc. Jean-Paul Delevoye a parlé de l'énergie, qui est un secteur clé, évidemment. L'Europe comme puissance publique supplémentaire, agissant avec efficacité pour créer de l'emploi en Europe, créer de l'activité, de la croissance, ce serait certainement au moins aussi efficace que des réflexions sans cesse relancées sur les modalités pour élire les parlementaires européens. Marc ? Je veux simplement dire que quand on regarde l'Europe aujourd'hui, d'Erasmus en passant par la politique sociale, de la dynamique culturelle et créative en passant par la paix et la démocratie, je pense simplement que le jour où on aura compris que ce ne sont pas des acquis au sens des assets, mais que ce sont simplement de fragiles gains qui peuvent être remis en cause, alors peut-être que psychologiquement, on aura fait un grand effort. Et nous sommes encore à croire que tout ça, c'est finalement, on l'a et on l'a pour l'éternité. Et ça pose un double problème. Ça pose un problème d'information des Européens et certainement un problème de communication de l'Europe, parce qu'aujourd'hui, la seule chose qu'on entend, c'est la communication économique, financière et industrielle de l'Europe, et pas celle qui aussi touche les gens dans leur vie quotidienne, la réussite sociale, la réussite culturelle, l'initiative, la créativité de l'Europe. Merci pour vos réponses à tous les quatre. Vous avez été brillants. Et merci à tous. Bonne soirée.